Alors, bonjour les TL, bonjour les TS. Aujourd'hui, c'est un cours nouveau et commun du coup. Le deuxième cours d'épistémologie, donc sur la question du vivant, sur la question de la biologie. Je pense que je vous livre ce cours un peu tôt et donc je ne m'attends pas à ce que tout le monde puisse travailler ce dernier chapitre qu'on entame avant les vacances d'avril. Mais je vous le propose quand même pour ceux qui sont déjà au point peut-être ou qui sont simplement curieux. La question que j'ai choisie pour aborder le problème du vivant, c'est la question suivante. Le vivant peut-il n'être qu'un objet ? Ça va nous permettre d'aborder tous les problèmes d'épistémologie classique sur la relation entre la théorie et l'expérience, sur la question de l'objet scientifique, la constitution de l'objet scientifique, sur la question du vivant, de la matière vivante. Et puis également, cette question va nous confronter un petit peu à la dimension morale et à la question du devoir moral, ce qui nous permettra de prendre un petit peu d'avance sur la fin du programme, sur ce qui concerne la morale, sur laquelle on fera tout de même un chapitre spécifique. Alors, le vivant peut-il n'être qu'un objet ? On peut enraciner cette question dans des choses très très simples en fait, pour commencer le cours. On peut donner du vivant une explication biologique, scientifique, philosophique. Et c'est ce qu'on va faire dans la suite de cette introduction. L'objet d'étude, c'est pas la vie, c'est le vivant, mais on va voir qu'on va également convoquer le concept de vie assez fréquemment. Le vivant, autrement dit, l'être vivant. Donc voilà, on peut donner une définition intellectuelle de ce que c'est que le vivant. On peut peut-être aussi, pour juste commencer le chapitre, se référer simplement à la notion commune que nous avons du vivant, une notion qui est toute simple, qui n'est pas encore complexe, qui n'inclut pas encore les virus, les microbes, les bactéries, etc. On peut simplement se référer à la notion commune qu'on a en tête quand on parle de vivant, l'homme, l'animal, pourquoi pas la plante, voilà, pour commencer. Alors, en quel sens les vivants peuvent-ils être considérés comme des objets ? Je pense qu'avec le terme objet, vous vous souvenez de la distinction entre un sujet et un objet en philosophie. Un sujet, c'est un être pensant. Un objet, c'est un être qui est posé devant ma pensée. Un être au sens une chose, quelque chose que je peux penser, qui peut être un objet de connaissance. Un objet au sens moral, c'est-à-dire l'objet de mon amitié, l'objet de mon désir, l'objet de mon exploitation capitaliste, etc. Donc, voilà. Le premier sens qui vient en tête, je pense, avec le mot objet, c'est d'abord le sens moral. Dans notre culture, dans notre économie capitaliste, l'animal est considéré comme un objet. Je pense par exemple aux élevages intensifs en batterie. L'animal est considéré comme un objet pour ce qui concerne la nourriture, en fait, pour en faire une nourriture. Il est considéré aussi comme un objet de divertissement, dans le zoo par exemple, ou pire encore au cirque. Évidemment, il n'est pas seulement ça pour nous, l'animal. Il peut être considéré comme un animal de compagnie, par exemple, mais seuls certains animaux, en fait, culturellement, vont être considérés comme des animaux de compagnie, et ça ne recouvre pas donc l'ensemble du monde animal. Est-ce que l'homme peut être considéré comme un objet ? Bien entendu, de façon très très simple. L'homme peut être considéré comme un objet, en fait, une marchandise qui est produite par un patron. L'homme peut être considéré comme un objet par celui qui est un esclavagiste, qui exploite des esclaves. L'homme peut être considéré comme un objet aussi dans un sens plus quotidien et qui là je pense est plus général, que tout le monde peut connaître. Pour le médecin, nous sommes un objet de diagnostic, nous sommes considérés comme un objet d'étude puisque le médecin, avant de nous soigner, va d'abord nous considérer comme des objets à étudier et à analyser précisément pour poser un diagnostic. Donc, lier le vivant à l'objet, c'est d'abord peut-être une question morale. Une question qui est toute simple, qui va poser la question d'abord en ce qui concerne l'être humain, du respect des fins libres que se posent les individus, du respect de la liberté des vivants humains qu'on va considérer comme des objets, et puis peut-être du point de vue de l'animal aussi, lier le vivant à un objet, ça peut poser un certain nombre de questions morales au sens où on ne va pas respecter les sentiments de l'animal, le potentiel affectif de l'animal lorsqu'on le sépare de ses petits dans une exploitation d'élevage intensif, agricole, etc.
voilà, ce genre de choses. On ne va pas tenir compte des sentiments ou des affects précisément qui peuvent évidemment concerner les vivants. Il y a un deuxième sens du mot objet, évidemment, c'est l'objet d'analyse, l'objet posé devant soi, l'objet d'étude. Et là encore, le vivant, évidemment, pour le scientifique, est un objet d'étude. Et on va le voir assez rapidement, c'est en fait un objet d'étude qui nous échappe. J'annonce simplement cette question que je vais un petit peu détailler dans la suite de l'introduction. Un objet d'étude, c'est quelque chose que je pose devant moi, c'est quelque chose que je cherche à analyser, et tant que je cherche à analyser un objet, cet objet ne doit pas changer. Durant le temps de mon analyse, l'objet, il n'est pas permis que cet objet change, parce que si cet objet se modifie durant le temps de mon analyse, eh bien mon analyse s'avère rapidement fausse, obsolète. Donc pour analyser un objet avec une certitude, avec un certain degré de certitude scientifique, là, il faut que cet objet soit immobile, il faut qu'il ait une certaine permanence dans le temps et dans son état. Or, le vivant, c'est ce qui est extraordinairement mobile, c'est ce qui est marqué au contraire par l'impermanence, c'est ce qui est sans cesse en mouvement, c'est ce qui se développe, ce qui grandit, ce qui change, ce qui se modifie. Donc, on sent bien qu'il va y avoir une première difficulté scientifique à considérer le vivant comme un objet. La question du vivant comme objet moral semble assez évidente, on va en parler. La première question à laquelle on va s'attacher, c'est d'abord évidemment la question scientifique, la dimension scientifique, parce que cet objet-là, en science, pose davantage de difficultés que d'autres objets. Étudier la matière inerte, étudier la nature des mouvements considérés comme des choses qui ne changent jamais, étudier la nature des forces considérées comme des choses qui sont toujours identiques, va poser moins de difficultés que étudier la matière vivante, alors même que cette matière vivante se modifie sans cesse. Si je prends l'exemple d'un virus, un virus, ça a cette qualité précisément de muter sans cesse, de se modifier sans cesse, et c'est le cas en fait pour tous les virus, même si on n'a pas tous peut-être la même vitesse, voilà, le même rythme de modification, la matière vivante se modifie. Étudier une matière qui est caractérisée par l'impermanence, ça va poser des difficultés scientifiques tout à fait particulières. Alors, on va peut-être, avant de poser la problématique, définir un peu plus avant ce que c'est que le vivant, puisqu'on vient déjà un petit peu de parler de l'impermanence du vivant, de sa qualité d'être en permanence changeant. Qu'est-ce que c'est que le vivant, en fait ? Alors, le vivant suppose ici qu'on ne va pas parler de la vie comme d'un mystère, comme d'une chose poétique ou religieuse. On va parler du vivant en tant qu'objet sur lequel va se focaliser la science, la médecine et donc aussi la bioéthique, donc la morale. Le vivant, c'est ce concept qu'on va fabriquer à partir de l'ensemble des points communs qu'entretiennent ensemble les êtres vivants. C'est un petit peu compliqué puisqu'en fait, enfin c'est pas compliqué, mais on fabrique un concept du vivant à partir des êtres vivants qui précisément sont tous distincts. Même si on va, comme dans toute étude scientifique, fabriquer des lois, en fait, des lois de la biologie. On va parler du vivant comme d'un concept, alors même que le vivant est marqué par une extraordinaire diversité de corps et d'êtres. Et c'est le concept de vivant qui nous intéresse en priorité ici, et pas le concept de vie qui a en fait, je pense, deux sens. La vie, c'est ce qui peut être pensé à l'échelle individuelle, ma vie, et puis la vie, c'est ce qui peut être pensé sur un plan un peu plus poétique ou religieux, le mystère de la vie, par exemple. Or, c'est pas là prioritairement ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de fabriquer un concept du vivant tel que celui-ci puisse devenir un objet d'analyse, un objet utile, puisque tous les vivants se servent des autres vivants dans la nature, on va en parler, et puis un objet peut-être aussi, s'il est un objet scientifique, s'il est un objet utile, un objet peut-être sur lequel on va aussi pouvoir poser des questions qui ont une dimension morale, mais ça ce sera dans un tout dernier temps du cours, voilà, qui sera important aussi, mais qui sera en fait d'une nature un petit peu différente. Alors qu'est-ce que c'est que le vivant ?
J'aime bien la définition kantienne du vivant. Un être organisé et s'organisant lui-même. Autrement dit, un être qui a une organisation interne, mais pas seulement une organisation interne comme on peut voir qu'un schéma a une organisation interne, mais c'est un être aussi qui s'organise par lui-même, qui n'est pas organisé de l'extérieur. Kant fait la comparaison qui est très éclairante avec une montre. Une montre est une chose qui est organisée, mais qui ne s'organise pas d'elle-même, qui a un principe d'organisation interne, mais qui ne s'organise pas d'elle-même, à qui on a donné de l'extérieur un principe, voilà, la montre à quartz, les piles, etc. Alors que le vivant, c'est un être qui est à la fois très organisé et à la fois dont le principe d'organisation et de fonctionnement est interne. C'est pour ça qu'il est susceptible d'un certain nombre de modifications, de changements et d'une certaine évolution. Le vivant a des propriétés particulières, il s'adapte à un milieu qui est contingent, et ce qui est intéressant, c'est que penser le concept du vivant, c'est possible grâce à la science, puisque on s'aperçoit qu'entre les vivants, on a un certain nombre de points communs qui vont nous permettre de déterminer un concept. Si on avait été en classe, je vous aurais demandé au tableau d'essayer de me définir ce que c'est qu'un être vivant et puis de me donner un certain nombre d'exemples. Vous m'auriez parlé de l'homme, de l'animal, de la plante, du microbe, du virus, pourquoi pas, des bactéries et puis que sais-je encore, voilà. Et puis à partir de ces exemples, on se serait demandé, tiens, qu'est-ce que c'est que le vivant? C'est un être qui grandit, un être qui change, un être qui tombe malade, un être qui entretient des relations avec son milieu et ensuite un être qui meurt. Et on va voir que la mort, du point de vue du vivant, elle a un sens tout à fait particulier. Alors, ici, donc, l'important, c'est vraiment de définir le vivant. C'est ce que dit un épistémologue plutôt du côté qui s'est beaucoup intéressé à la biologie, qui s'appelle Canguilhem. Il dit « Les vivants sont là », alors que la vie n'est pas là. Les vivants vivent, il faut voir comment ils vivent. Autrement dit, la vie, cette qualité mystérieuse dont dispose la matière vivante et dont ne dispose pas la matière inerte, la pierre par exemple, eh bien cette qualité que les vivants possèdent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas conceptualiser et réduire par la science. Ce qu'on va analyser d'un point de vue scientifique, ce sont les êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants. Et on va regarder comment ils vivent. Et comment ils vivent précisément, eh bien, ils grandissent, ils se modifient, ils changent, ils ont un principe d'organisation interne, et puis surtout, ils meurent. Le vivant, premier point de définition très important, qui est un petit peu contre-intuitif, ici, ce n'est pas ce qui s'oppose à la mort. L'être vivant, ce n'est pas l'être qui n'est pas mort. L'être vivant, c'est l'être qui n'est pas inerte. Un cadavre, c'est un être vivant. C'est le moment joyeux du cours. La vie s'oppose à la mort, mais le vivant ne s'oppose pas à la mort, puisque au contraire, l'une des qualités que possèdent absolument tous les êtres vivants, c'est qu'ils sont soumis à ce qu'on va appeler la génération et la corruption, pour prendre des vieux termes. Génération, donc le processus qui permet de naître et de parvenir à l'existence, et la corruption, le processus qui finalement abîme les vivants et les entraîne vers leur fin individuelle, hein, qui sera la mort. Ça, c'est une qualité précisément que tous les vivants possèdent. Donc la mort doit être intégrée précisément dans la définition du vivant, alors même que la mort s'oppose à la vie. Mais la mort ne s'oppose pas au vivant, elle est une qualité du vivant. La pierre ne meurt pas, mais la pierre n'est pas un vivant. La pierre, c'est une matière inerte. L'homme vivant, l'homme mort, l'animal vivant, l'animal mort, la plante vivante, la plante morte que je dois avoir quelque part évidemment parce que j'ai oublié de l'arroser, ça, c'est le vivant. C'est le concept de vivant qu'on est en train d'essayer de construire. C'est de bon sens. Je vous donne 2-3 exemples. Vous savez bien que la mort d'un corps est l'occasion pour d'autres corps de parvenir à la vie. Vous savez bien qu'on peut faire du compost avec les restes de nourriture.
qui sont morts, qui sont, je sais pas, les fruits qui ont été cueillis. Voilà. On peut faire du compost, on peut même aller plus loin et dire le cadavre va permettre de nourrir la terre et de faire pousser un certain nombre de plantes. Je me souviens qu'il y avait une plante que les sorcières aimaient beaucoup utiliser d'après les légendes. Comment s'appelle cette plante? Elle avait la qualité de pousser au-dessus des cadavres et en particulier au-dessus des cadavres qui avaient été pendus, bon peu importe. Est-ce que c'est pas la belladone, cette plante qui permettait, qui avait des propriétés un petit peu hallucinogènes, qui permettait la fête des sorcières, le sabbat, etc. Ou peut-être de faire des potions magiques, j'en sais rien, mais en tout cas cette plante en particulier, elle était nourrie précisément par les cadavres. En fait, la mort d'un vivant individuel, au plan de l'ensemble des vivants, n'est pas problématique puisqu'elle participe précisément à la génération d'autres vivants. C'est de bon sens aussi si on prend un autre exemple tout bête. La division d'une cellule, c'est la transformation d'une cellule. C'est la mort de la cellule peut-être en son état premier, on peut considérer ça. Et pourtant, c'est la venue d'un vivant. Pour être plus clair, lorsque le spermatozoïde et l'ovocyte se rencontrent, eh bien, ils meurent individuellement en tant qu'êtres vivants particuliers, ce qu'ils sont d'ailleurs, ce qu'ils sont, ils meurent individuellement précisément pour créer une vie, un être vivant particulier. Donc, on voit bien que la mort, au plan de l'être vivant individuel, particulier, n'est pas problématique et pleinement intégré dans ce qu'on appelle le vivant. Ce qui fait dire à un médecin français qui s'appelle Xavier Bichat une formule qui est une assez bonne, un assez bon premier résumé pour ce premier point du concept du vivant. Bichat, il écrit « La vie, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. » Autrement dit, la vie, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions qui existent jusqu'à la mort, qui résistent à la mort, c'est-à-dire qu'à la fin, quand il n'y a plus de résistance, il y a la mort. La vie, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qui nous font échapper à la mort pour une temporalité donnée, pour un temps donné. Autrement dit, le vivant, c'est quoi? C'est forcément un mort en sursis. Être un mort en sursis, ou être mort, n'est pas le contraire du vivant. C'est le contraire de la vie, au sens individuel, mais ce n'est pas le contraire de la définition du concept intellectuel de l'être vivant. Alors, pour venir sur des choses un petit peu moins dramatiques, Aristote a une très jolie formule pour dire ça. Il dit les vivants meurent individuellement et continuent à générer d'autres vies. Eh bien, il dit ça fait participer le monde vivant à une espèce de forme d'éternité, au sens d'éternel recommencement plutôt que d'éternité, qui semble faire participer le monde de vivant à presque quelque chose de divin, puisqu'il y a cette notion d'éternité. Alors, c'est pas là une notion d'éternité qui est très rigoureuse, mais en tout cas une notion de quelque chose qui serait indéfini. Dit, un animal génère un animal et un végétal, de manière à participer à l'éternel et au divin autant que possible. C'est une formule qu'on va prendre pour un peu poétique, qu'on prend aussi pour se détendre, puisque je viens abondamment de parler de la mort. La question ici étant, finalement, premier point dans notre concept du vivant. Donc, premier point, le vivant, c'est pas la vie, d'accord? C'est le concept qu'on essaye de construire à partir des qualités que possèdent les êtres vivants. Et le vivant, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui est capable de mourir. C'est pas du tout antithétique, c'est pas du tout opposé, c'est au contraire même le concept qui va nous permettre de définir le vivant. Alors, il y a une sorte de mystère spécifique qui est inhérent au vivant, dont je vais essayer de dire un tout petit mot, auquel les scientifiques vont probablement un petit peu résister. Vous savez bien que le vivant, pour l'expliquer, on a commencé par convoquer la poésie, la mythologie, le démiurge, le dieu créateur, la Genèse, etc. Pour expliquer un petit peu le vivant, on a pris des métaphores du type dans le mythe du démiurge chez Platon, ou bien souvenez-vous une chose que vous connaissez parce que nous avons lu ensemble une partie du banquet. Vous vous souvenez
que c'est Héphaïstos, le dieu des forgerons, qui vient voir les amants et qui leur dit « Voulez-vous que je vous refonde ensemble ?» Il y a comme une espèce de conception de la vie qui est fabriquée par un artisan, un grand artisan. Voilà. Il y a quelque chose d'un petit peu poétique dans ces explications du monde vivant. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ces explications d'un point de vue scientifique, bien entendu. Ce qui m'intéresse, c'est ces explications, elles montrent bien que le vivant nous confronte aux limites de notre rationalité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sont simplement des explications datées? Ou bien est-ce que peut-être, effectivement, le vivant nous confronte aux limites de notre rationalité, nous permet de prendre la mesure de notre raison au sens où celle-ci n'est pas du tout toute puissante pour énoncer quelque chose d'indubitablement vrai pour expliquer le réel. Alors, quelques exemples qui permettent d'expliquer quelque part que le vivant est problématique. On va voir qu'il est problématique comme objet d'étude scientifique, ce sera notre premier point. Par exemple, tout bêtement, les fonctions du vivant, la manière dont les vivants évoluent, ne peut pas être réduite à un paradigme uniquement scientifique. Par exemple, on a pu montrer, alors je ne pense pas que ce soit une démonstration rigoureuse, mais en tout cas, j'avais lu un article à ce propos qui était, alors c'était vraiment des années, je ne sais plus quel était le protocole, mais qui semblait montrer que les bébés qui sont maintenus en couveuse en raison de leur état de santé un petit peu compliqué, grandissent davantage s'ils reçoivent la visite des êtres qui s'occupent d'eux, que ce soit les soignants, les parents, etc., s'ils sont caressés, s'ils sont touchés, leur croissance, contrairement à d'autres bébés qui sont peut-être moins visités, à une sorte de public test d'un point de vue scientifique, leur croissance est améliorée. Ce qui signifie que le vivant, dans son principe de croissance, comporte également des choses qui ne sont pas strictement mécaniques, mais également peut-être aussi d'ordre affectif, ce qui est plutôt assez étrange. Alors, c'est pas du tout une étude scientifique, c'est une petite limite. Ça fait penser à, vous savez, toutes ces vieilles choses qu'on peut entendre. Par exemple, on peut entendre parfois voilà, certaines personnes dire voilà, pour que les plantes grandissent bien, il faut leur parler. Alors, je ne dois pas parler assez à mes plantes, moi, peut-être, j'oublie de parler à mes plantes. Il faut les... Voilà, moi j'ai souvent entendu ça, il faut parler aux plantes, il faut leur dire qu'elles sont belles, il faut les caresser, etc. pour qu'elles poussent mieux. Est-ce que ça tient du mystère total ou du pur délire, ou peut-être de notre projection dans un vivant privé de conscience, de notre propre conscience finalement, et de nos propres besoins affectifs, ou est-ce qu'effectivement les lois du vivant implique un certain nombre de choses qu'on ne peut pas totalement réduire à de la pure mécanique. Et il y a fort à parier qu'on ne puisse pas réduire le vivant à de la pure mécanique. Peut-être qu'on peut, mais en tout cas pour le moment, on ne l'a pas encore fait. Alors, c'est ce que je vais montrer, contrairement à peut-être notre préjugé scientifique, puisqu'on a toujours le sentiment que notre époque est la plus scientifique, qu'on est parvenu au terme des découvertes, qu'on ne laissera rien à découvrir aux scientifiques du futur. Pas du tout. Il y a encore un tas de choses à découvrir dans le monde vivant, puisque finalement, ce qu'on est capable de faire à partir du vivant, c'est le décomposer, l'analyser. Pour l'analyser, il va falloir le décomposer, le tuer, donc le priver de sa qualité d'être en vie, peut-être, l'isoler de son milieu, ce qui le prive d'un certain nombre d'échanges, évidemment, qui le maintiennent en vie. Donc la difficulté que nous avons à étudier le vivant, soit comme globalité organique, soit comme la somme d'un certain nombre de petits composants qu'on est capable de déterminer, de disséquer, etc., quel que soit l'angle d'étude choisi par le biologiste, dans un cas et dans l'autre, on est dans l'étude d'un vivant qui est au fond incomplet. Donc on va voir qu'il demeure un certain nombre de mystères dans l'étude de la matière vivante, du vivant, comme concept maintenant philosophique, le vivant, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui font qu'un être est doué de la vie et donc aussi de la potentialité de la mort. Et pour convaincre un tout petit peu les scientifiques qui seraient sceptiques face à mon envolée poétique, qui aura une limite assez rapide, je vous rassure, je vais vous lire une petite phrase de Schrödinger. Quand même, Schrödinger, c'est un grand physicien.
c'est la mécanique quantique, son truc. Hein. Schrödinger, c'est un prix Nobel aussi, donc c'est un scientifique très très talentueux. Donc on va pas s'incliner parce qu'on a dit que la science n'était pas une idole et qu'elle n'avait pas réponse à tout. Mais bon, on va quand même prendre... on peut quand même lire cette citation. Citation, elle est très belle, je vous la lis. Un seul groupe d'atomes, n'existant qu'en un seul exemplaire, produit des événements ordonnés et merveilleusement harmonisés l'un avec l'autre, ainsi qu'avec le milieu environnant. Et cela grâce à des lois extraordinairement subtiles. La situation est sans précédent, elle n'est rencontrée que dans la matière vivante. Alors là, j'avoue que Schrödinger, il se laisse un petit peu aller à la poésie aussi, hein, puisqu'il nous dit finalement, quelque part, dans la question du vivant, il y a quand même une organisation qui part de pas grand-chose, qui montre une certaine harmonie, puisqu'il y a comment je peux dire, des pouvoirs du vivant, simplement grandir, avoir un système immunitaire, se maintenir un petit peu dans l'existence, etc., qui partent de toutes petites choses et qui finalement, par des mécanismes qu'on n'est encore pas complètement en mesure de réduire totalement ou d'expliquer totalement, vont former un vivant particulier. Un vivant en particulier. Donc c'est la matière vivante a ceci de particulier qu'elle est un assemblage hétéroclite qui semble un assemblage de tout petits composants, pourtant merveilleusement ordonnés et merveilleusement harmonieux. Le système immunitaire, par exemple, est un exemple de l'harmonie vraiment très très importante du vivant. On peut aussi se dire que finalement, si j'essaye de penser le réel comme totalité, je vais penser peut-être à l'échelle de l'univers. Ou bien on va descendre un tout petit peu, je vais penser à l'échelle du système solaire. Bon, à l'échelle du système solaire, à notre connaissance, la vie, c'est une sorte d'exception. L'être vivant, c'est une sorte d'exception. En tout cas, c'est une rareté. On peut quand même affirmer que c'est une rareté. Cette rareté, cette exception de la biologie, cette exception qui conduit à produire des êtres vivants, parce que la nature permet de produire des êtres vivants, elle nous met quand même face à finalement un certain mystère scientifique qui va permettre d'expliquer aussi que la biologie, c'est pas tout à fait la même chose que la physique ou les mathématiques. En mathématiques, on est face à finalement quelque chose d'assez abstrait, qui peut être parfaitement pensé, quelle que soit notre capacité à faire des expériences dans le monde réel, on n'en a pas besoin au fond. En physique, on va pouvoir faire des expériences finalement sur, c'est vrai, pourquoi pas de la matière vivante, mais aussi de la matière inerte. On va pouvoir faire des expériences sur des petits éléments, sur des éléments de plus en plus petits qui composent la nature, ou bien au contraire sur des choses beaucoup plus abstraites, la matière, le mouvement, la force, voilà. Donc en physique, on est capable d'élaborer des lois avec des calculs qui sont vraiment très stricts, donc on est vraiment dans de la science dure. Alors que, vous le savez bien quand vous révisez vos cours en biologie, alors j'utilise vraiment volontairement le mot biologie, bios, logos. Bios, c'est la vie, logos, c'est le langage rationnel, ici la rationalité, le langage qui va nous conduire à la connaissance de la vie, la science qui permet la connaissance de la vie. La biologie ne peut pas être une science qui donne des lois aussi déterminées, aussi mécaniques et qui se calculent de la même façon que la physique. D'accord ? Qu'est-ce que je peux... J'avais un exemple en tête, mais il m'a échappé. Il me reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, pourquoi le vivant est un objet si complexe de la science? Mais parce qu'il évolue sans cesse, il dépend d'un milieu, donc il est un organisme absolument harmonieux, un organisme qui dépend aussi d'un milieu, qui est finalement lui-même comme un gigantesque organisme en quelque sorte. Et puis, finalement, plus on décompose le vivant, moins on comprend ces relations d'interdépendance au sein même de l'organisme et avec son milieu. Donc il y a une difficulté scientifique toute particulière à étudier un objet qui est à la fois pleinement déterminé par soi, pleinement déterminé par un milieu, et puis un objet qui évolue sans cesse. Étudier l'être vivant que j'ai été il y a 20 ans
et l'être vivant que je suis aujourd'hui, ça ne va pas être la même chose. Parce que l'organisme d'un enfant ou d'un jeune adulte n'est pas le même que l'organisme d'un adulte un peu plus abîmé sur le chemin de l'existence, etc. Les poumons, par exemple, ne seront pas dans le même état, etc. Donc, on ne va pas du tout être dans les mêmes résultats d'expérience selon le vivant qu'on analyse, et même pour un même vivant, selon le moment où on l'analyse finalement, selon les analyses qu'on est capable de faire. Sinon, la médecine serait une science exacte, ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une science d'ailleurs, elle est une pratique, elle est un art qui va se baser précisément sur, par contre, une science qui est la biologie. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je disais précédemment. Avant de parler, d'aborder la problématique du chapitre, qui je pense, voilà, le chapitre il est peut-être un tout petit peu long, mais la problématique elle est somme toute assez simple, hein. La question du vivant comme objet c'est assez simple, c'est plus dur de répondre, mais la question est quand même assez facile à poser, ce qui nous permet au fond de faire du vivant un concept qu'on vient assez bien de définir là. Comment? Qu'est-ce que c'est que le concept du vivant? C'est une matière qui n'est pas inerte, qui se transforme, qui se modifie d'elle-même, qui est organisée, qui a un principe d'organisation qui lui est interne, qui est générée, qui connaît la corruption et la mort, qui s'abîme, qui peut mourir et qui est toujours en relation avec un milieu, qui peut se mouvoir ou ne pas se mouvoir, mais qui n'est en tout cas pas immobile au sens fort du terme, puisque une plante, par exemple, s'agrandit, donc il y a un mouvement qui s'opère au sein du vivant. Voilà, même si, par exemple, moi j'ai pas grandi depuis très très longtemps, pourtant mon corps est en mouvement, mon cœur bat, mes mains sont sans cesse en mouvement quand je parle, etc. Donc il y a une mobilité terrible et finalement toujours en train de se faire de la matière. Et même d'ailleurs quand la matière vivante meurt, il y a encore de la mobilité. Alors là, je suis désolée, je vais un peu dans le trash, mais c'est promis, c'est la dernière fois pour cette séquence vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez du poème magnifique de Baudelaire qui s'appelle La Charogne. Dans La Charogne, Baudelaire dit à un moment donné le corps vivait en se multipliant. Le corps se soulève comme s'il respirait, mais en fait il ne respire pas, c'est parce qu'il y a des organismes, d'autres organismes vivants qui sont venus coloniser le premier corps vivant, hein. Ce sont des organismes, des vers de terre, etc., les asticots, etc. Enfin bref, je ne vais pas plus loin, mais vous vous souvenez que dans ce poème, Baudelaire, il décrit le cadavre comme quelque chose qui est presque vivant, hein. Une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, etc. Voilà. Et en fait, c'est de la poésie, bien entendu, mais ça dit assez que même une fois qu'elle est morte sur un plan individuel, et la définition de la mort n'est pas du tout évidente d'ailleurs pour le biologiste, hein, on en a connu plusieurs, des définitions, il y en a plusieurs possibles, hein, la mort cardiaque, la mort cérébrale, etc. Même lorsqu'un organisme est finalement privé de cette qualité particulière et un peu étrange, mystérieuse, hein, qui n'est pas notre objet et qui s'appelle la vie, même à ce moment-là, le vivant continue à évoluer, le vivant continue à se transformer. L'exemple du compost est un excellent exemple. La matière vivante est encore susceptible de se transformer, bien qu'elle puisse être considérée comme de la matière morte. Une viande que j'ai cuite, a priori c'est une matière morte, si je la laisse voilà, évoluer d'elle-même, etc., alors, à part pour la viande de chez McDo, où c'est assez mystérieux, elle reste dans le même état pendant des mois, hein, expérience réalisée, les autres viandes, eh bien, elles vont se transformer et elles vont, comme on dit, faire des petits. Hein. Vous allez avoir un développement, et c'est vraiment intéressant, c'est fascinant, un développement de la vie sur un organisme qui est mort. Donc, sur, je sais pas, une côte de porc ou n'importe quoi. Un organisme qui est mort va permettre de développer une autre forme de vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le concept du vivant. Et une autre petite phrase que j'aime bien d'un auteur qu'on lira dans la dernière partie du chapitre, peut-être si on a le temps, un auteur qui s'appelle François Jacob, qui est un auteur que vous pouvez très très facilement lire, qui précisément, encore une fois, est un épistémologue, qui s'intéresse à la biologie, qui écrit dans un livre qui s'appelle La logique du vivant, précisément,
cette chose qui est vraiment très intéressante pour faire un concept, en fait, pour dire, voilà, le vivant, c'est ça. Que ce soit un homme, une plante, un animal, un cochon, un chien, un virus, votre chat préféré, le vivant, c'est ça. C'est l'ensemble des fonctions que je viens de décrire. Il écrit cette belle chose. Il écrit « À mesure que s'amélioraient les moyens d'analyse des protéines et des gènes, ok, à mesure qu'on étudiait des organismes plus nombreux qu'à l'époque d'Aristote, ok, on s'est aperçu que certaines molécules, comme l'hémoglobine par exemple, donc l'hémoglobine, le sang, ou les hormones, étaient les mêmes, ou presque, chez des organismes très différents. » Alors là, on est un peu dans du langage scientifique, j'espère que vous avez pas mal à la tête, justement. Les TS, vous en avez assez. Donc, je vous lis la phrase suivante qui est quand même beaucoup plus simple et qui reformule de la même façon l'idée. Ce qui distingue un papillon d'un lion ou d'une mouche, on aurait même pu rajouter d'un homme, c'est moins une différence dans les constituants chimiques que dans l'organisation et la distribution de ces constituants. Ben oui, en fait, ce sont les mêmes constituants chimiques de départ qui vont créer un papillon, un lion, une mouche, un homme, sauf que ces constituants chimiques, l'hémoglobine, les hormones, etc., vont pas être organisés et distribués dans l'organisme de la même façon. Alors, vous avez tous fait l'expérience d'écraser un insecte type une araignée, etc., même si, voilà, il faut pas tuer les êtres vivants, et puis les araignées sont très utiles, mais enfin, vous avez tous fait l'expérience d'écraser une araignée, peut-être pas de façon aussi barbare que moi avec le poing, mais vous voyez bien que ces organismes-là, ils saignent, comme vous saignez quand vous vous coupez, en faisant la cuisine, etc. Voilà, on voit bien finalement avec cette expérience toute simple de tuer une araignée ou autre chose, une mouche ou ce que vous voulez, et bien que ce sont les mêmes constituants à la base qui vont créer des êtres vivants aussi différents que quand même le papillon, le lion, la mouche, l'homme, l'araignée, enfin voilà, tous ces êtres vivants précisément qui sont tous très très différents. Alors, cette phrase de François Jacob, elle a une limite, ça marche pas pour un microbe par exemple, etc. Donc on va encore devoir peut-être améliorer notre définition du vivant, mais bon, si on ne peut pas trouver certains constituants, par exemple comme l'hémoglobine, on va pouvoir trouver des constituants de type protéiniques. Les protéines, on va les trouver absolument dans tous les êtres vivants. Alors, il a raison François Jacob, papillon, lion, mouche, homme, on va pouvoir trouver hémoglobine, hormones, mais dans tous les êtres vivants, on va pouvoir trouver des protéines. Et aussi loin qu'on aille chercher, on va trouver des protéines qui vont quand même constituer la matière vivante. Bon, là, les S, vous en savez plus que moi là-dessus. Voilà, je fais avec mes petits souvenirs scientifiques. Mais voilà, là, on a vraiment une illustration concrète du fait que le vivant, c'est un concept qui va recouvrir un certain nombre d'êtres qui sont tous très différents les uns des autres. Alors, pardon. Je vais en venir donc à ma problématique. Donc en fait, ma problématique, je vous rappelle la question de départ, qui n'est pas la problématique. Le vivant peut-il n'être qu'un objet? Voilà, ça c'est la question de départ. Le mot objet, évidemment, il avait deux sens, ce qui va nous mener sur deux problèmes philosophiques au fond très très différents, qui presque peut-être n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On va quand même essayer de trouver un lien, on va voir qu'il y a quand même un lien. Alors, le vivant peut-il n'être qu'un objet scientifique? Est-ce que le vivant peut n'être qu'un objet scientifique? D'abord, la question elle est paradoxale. Si le vivant est l'objet du scientifique, le vivant ne peut pas être autre chose qu'un objet. Évidemment, c'est une question qui a ses limites. Un protocole expérimental qui va viser des êtres vivants pour tester un médicament, type des hommes, des cobayes, ici, effectivement, je fais du vivant un simple objet. Un simple objet d'expérience. De même chez l'animal, en laboratoire, ça va être un simple objet d'expérience. Vous vous souvenez que j'avais parlé en classe de la théorie de Balthazar, évidemment, sur le chapitre précédent d'épistémologie. Balthazar, il fait son étude sur des rats. Un nombre incalculable de rats sont utilisés pour son étude qui n'est pas très vieille, elle date de ces 10 dernières années, enfin pendant ces 10 dernières années.
eh bien, il y a un nombre incalculable de rats qui sont utilisés comme des objets d'études scientifiques. Alors évidemment, le rat, ça se reproduit vite et c'est un mammifère qui est un organisme assez proche, donc c'est un objet scientifique pratique. Cela dit, ici, ça n'est qu'un objet. Ah oui, mais quel est le problème? Comment peut-on analyser scientifiquement un être vivant sans en faire un objet d'étude? On ne peut pas. En plus, c'est pas tellement problématique, puisque dans la nature, tous les vivants se servent des autres vivants. Donc c'est pas tellement problématique. Sauf que ça va poser des questions épistémologiques précises. Comment puis-je étudier un phénomène, la vie au sein des vivants? Comment puis-je étudier un objet, le vivant, qui est par nature inséparable des fonctions à travers lesquelles il se manifeste? Vivre, disséquer un corps mort, ça a très peu d'intérêt, et un objet d'étude, le vivant, qui est aussi inséparable du milieu dans lequel il exerce ses fonctions. Comment je peux étudier un phénomène que l'observation doit isoler pour faire une étude et ne peut isoler sans quoi elle en fait autre chose? Est-ce qu'un rat de laboratoire a encore les mêmes réactions qu'un rat au sein de la nature? Est-ce que quand je dissèque un cœur, est-ce que je vais voir finalement tout ce qu'il y a à voir dans un cœur vivant, dans lequel qui est une pompe pour le sang, qui va transporter de l'oxygène? Est-ce que je vais voir tout ça en disséquant un cœur? Non, je vais simplement voir une structure, je vais simplement voir un schéma. Descartes nous encourage à faire l'expérience, et on peut faire l'expérience tout en cuisinant. On peut se cuisiner un cœur de bœuf ou un cœur de cochon comme on aime, avec des champignons, un peu de vin blanc. C'est pas mal, et avant de le découper en petits morceaux, on peut l'observer, cet organe. Sauf que c'est un organe mort au plan individuel. Donc on va voir les différentes parties. C'est quand même plus intéressant que sur un schéma type une image, mais on ne voit toujours pas la pompe en action. Et si on la voit en la coupant, c'est qu'on est dans non plus la dissection, mais la vivisection. On est en train de découper un corps qui est encore actuellement en vie. On est en train de découper un vivant en vie. Ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on a fait notamment dans les expériences médicales, notamment sur l'animal, bref, je ne vais pas plus loin. La vivisection, c'est une chose qui a existé, qui, me semble-t-il, doit être interdite, en tout cas évidemment dans les écoles est interdite, c'est quelque chose qui fait souffrir le vivant, évidemment, qui ressent de la douleur, donc c'est une forme de torture. Et puis de toute façon, on va rester sur notre question épistémologique, découper un corps qui est encore doué de vie, c'est risquer de le tuer. Enfin, si je découpe un cœur qui est encore en train de fonctionner, finalement ce cœur il va s'arrêter de battre. Et je vais donc, faire disparaître l'objet d'étude sur lequel je fais actuellement des études. Alors, une étude scientifique. Alors, je suis désolée, ce thème, le vivant, il n'est pas si compliqué, en fait, je pense. En tout cas, il n'est pas très compliqué à problématiser. Par contre, évidemment, il nous amène à parler de la vie. Il nous amène à parler de la vie, donc il va nous amener aussi à parler de la mort. Donc il y a des moments du cours qui sont peut-être un peu dérangeants, etc. Prenez-les aussi comme des contenus scientifiques, tout simplement. Effectivement, disséquer un cœur qui est en train de battre, par exemple un cochon, je sais pas, quelque chose de léger, ou un rat, ou je ne sais, le rat, bon. Un cochon c'est mieux quand même, c'est plus sa taille, on peut voir. Vous allez tuer le cochon. Donc vous n'allez plus observer la pompe en mouvement. Donc, quand on analyse cet objet, on tue cet objet. Et puis même, qu'on le dissèque, qu'on fasse de la vivisection ou qu'on le place dans un laboratoire, finalement, on tue un organisme, ou bien on travaille sur un organisme mort, ou bien on travaille sur un organisme qui est en dehors de son milieu. Et ça ne peut qu'avoir une influence sur cet organisme particulier. Influence que le scientifique va peut-être considérer comme minimale. Peut-être effectivement qu'on va essayer de reproduire en laboratoire les conditions d'existence, le milieu. Peut-être que de toute façon, les résultats de la biologie sont toujours faits en tenant compte de ces conditions et de ces manières de pouvoir travailler sur le vivant, mais quand même, ça nous confronte à un certain nombre de problèmes épistémologiques, au premier chef desquels
le vivant est un objet scientifique qu'il est difficile d'étudier. Le vivant est un objet scientifique qui n'a de cesse de nous échapper quand on l'étudie, qui nous confronte donc à une étude qui est toujours un petit peu partielle, toujours un petit peu morcelée, toujours un petit peu hypothétique. Évidemment, on a aussi en physique un certain nombre de théories. Vous savez qu'en biologie, on a aussi un certain nombre de théories qui sont pas tout à fait des choses que l'on peut prouver, bon, pas plus qu'en physique d'ailleurs, qui sont pas tout à fait pardon, des protocoles expérimentaux stricts. La théorie de l'évolution, par exemple, qui est une théorie qui prend en compte un temps long, théorie de Darwin, de Lamarck, la théorie il y a plusieurs théories en fait de l'évolution et de la transformation des espèces, c'est très intéressant, mais ce sont des théories qui se comprennent sur un temps assez long. Et ce sont des théories du coup sur lesquelles on ne va pas pouvoir faire énormément d'expériences pour démontrer qu'elles sont justes. On met simplement en place un scénario, une théorie, une tentative d'expliquer le monde vivant, qui est très intéressante et qui est aussi évidemment très très efficace. Alors voilà, comment on peut comprendre les êtres vivants en les décomposant? Comment peut-on comprendre les êtres vivants en les isolant de leur milieu? Et au contraire, en fait, quand on essaye de comprendre le vivant comme une globalité, un organisme au sein d'un milieu beaucoup plus large, qui est lui-même un organisme, un ensemble d'organismes avec lesquels il y a des échanges, ben, est-ce qu'on va pouvoir comprendre la manière dont le vivant fonctionne à l'intérieur? Donc qu'on s'intéresse à la globalité du vivant, et alors on n'a pas d'étude du détail, ou qu'on s'intéresse aux détails du vivant, et alors on n'a pas une vision très très large, très très complète en fait de l'organisme. Dans les deux cas, on est confronté à un problème scientifique important. Et c'est pour ça que je vais vous proposer en fait deux modèles qui sont à la fois des modèles scientifiques et philosophiques qui ont orienté nos études sur le vivant. En fait, nos études sur le vivant ont été orientées par deux grands philosophes qui nous ont dit comment on allait faire pour étudier le vivant. Et ces deux grandes théories, au fond, elles sont très très intéressantes. Elles ne sont ni l'une ni l'autre dépassées, elles ne sont ni l'une ni l'autre complètes. Elles sont deux approches concurrentes et complémentaires du monde vivant à partir desquelles on peut faire de la biologie, mais sans lesquelles on ne peut pas faire de la biologie. Donc quand on fait de la biologie, en fait, on se réfère implicitement à ces deux philosophes qu'on va étudier ensemble, que sont en fait des grands classiques qu'on adore, Aristote et Descartes. C'est marrant, hein, c'est toujours pas des sceptiques. Aristote et Descartes sont vraiment les deux grands scientifiques qui ont contribué à éclairer d'une certaine manière le monde vivant. Et on va s'intéresser à ça. Et puis, deuxième problème, le vivant utilisé comme objet, on ne peut pas se passer d'en faire un objet pour l'étudier scientifiquement. Le problème, c'est que quand on étudie scientifiquement le vivant, on est obligé d'en faire un objet et du coup on risque d'oublier qu'il n'est pas qu'un objet le vivant. Il n'est pas qu'un objet tant et si bien qu'en l'étudiant de cette façon, en le réduisant à n'être qu'une chose mécanique qui obéit à des lois, eh bien le vivant pourrait bien nous surprendre si on songe que c'est seulement un objet. Alors il y a je ne sais pas si j'ai noté cette citation, je pense que oui, je vais vous la lire, mais c'est un texte complet qu'on lira ensemble je pense, hein, toujours dans le même ouvrage de François Jacob, La logique du vivant. François Jacob pose ces deux questions qui sont importantes. Il dit: qui aurait pu prévoir la surpopulation comme suite au développement de la médecine? C'est vrai. Qui aurait pu prévoir qu'en soignant les gens, on allait être confronté à un problème beaucoup plus large, qui est peut-être la surpopulation et la manière de faire vivre une population plus nombreuse dans un environnement biologique qui, lui, n'a pas changé. Autre question, qui aurait pu prévoir la dissémination des germes résistants aux antibiotiques comme suite à l'usage même de ces médicaments? Alors là, c'est encore plus intéressant. Qui aurait pu prévoir qu'en inventant un médicament qui guérit contre certains germes ou certaines bactéries, c'est les antibiotiques, ben on allait provoquer une résistance de ces mêmes germes ou de ces mêmes bactéries? Qui aurait pu prévoir que la matière vivante allait pouvoir se rebeller contre notre tentative de la comprendre, l'isoler, l'analyser et la transformer? Au fond, ici, ce qu'est en train de nous dire François Jacob, c'est que
notre connaissance scientifique, finalement, elle nous conduit à traiter le monde vivant d'une certaine manière, sauf qu'à chaque fois, ce qui arrive, c'est que les conséquences de nos manipulations sur le vivant sont toujours imprévisibles. Ça, c'est une idée sur laquelle il insiste beaucoup dans l'introduction de son ouvrage, La logique du vivant. Il dit « On a toujours cette illusion en tant que scientifique qu'on maîtrise les choses, qu'une fois qu'on connaît, on peut prévoir, qu'une fois qu'on sait, ça y est, tout va bien. » En réalité, dit-il, c'est vraiment l'illusion scientifique par excellence, parce qu'en fait, ce que nous apprend la matière vivante, c'est qu'elle est imprévisible. Il ne faut pas oublier la définition de départ, c'est un être organisé et ayant en lui son propre principe d'organisation. De plus, l'être vivant, c'est un être qui change sans cesse. Comment ne pas prendre en compte que tenir le vivant pour un objet d'analyse, un objet d'étude, un objet de transformation possible, c'est s'exposer à une mutation, à une transformation inattendue de ce même vivant. Pourquoi inattendue ? Parce qu'au fond, comment je peux dire ? En fait, c'est tout bête. Ça nous montre à quel point, en fait, le vivant est un objet qui nous résiste. On peut l'analyser tel qu'il est, mais c'est un objet d'étude qui change sans cesse et on ne peut pas prévoir ce qu'il sera demain. C'est ça l'idée. Donc on voit bien que un objet d'étude scientifique qui est sans cesse en pleine mutation et en mouvement, c'est un objet d'étude que l'on peut étudier au présent, mais jamais au futur. Et toute transformation, modification ou étude de cet objet implique des conséquences qui sont par nature imprévisibles dans le futur. On peut essayer de prévoir, on peut essayer de penser à un certain nombre de choses, mais la nature même mobile, mouvante, changeante du vivant nous interdit la possibilité, le pouvoir de prévoir quelles seront les conséquences finalement de nos manipulations et de nos études sur le vivant. Alors, la deuxième question, elle est politique. Là, on l'a un petit peu annoncé finalement avec la formule de François Jacob, avec la question de la surpopulation. La maîtrise du vivant est illusoire. Or, évidemment, l'homme, c'est un être vivant, mais c'est un être qui ne se contente pas de la seule vie biologique, j'y reviendrai, c'est un être qui désire aussi exister. Existere, ex, c'est ce qui est en dehors, votre ex-copain ou ex-copine, c'est celui qui est a priori, en dehors de votre vie amoureuse présente, ou qui est en dehors, qui n'est pas investi de la même façon. Exister, c'est se placer en dehors de la vie biologique, c'est-à-dire un peu en retrait de la vie biologique, pour poursuivre d'autres finalités. L'être humain désire exister, il existe, il ne fait pas que vivre. Vivre, manger, dormir, boire, ça n'intéresse pas l'être humain. Vous pouvez me dire que si, qu'on aime être en vacances, etc. Mais non, parce que vous avez des loisirs, vous aimez consommer, vous aimez vous cultiver, vous aimez lire. Puis même si vous n'aimez pas lire, vous aimez quand même consommer, vous aimez quand même avoir des loisirs. Manger, dormir, boire, ça ne suffit pas. Vivre, pour un être humain, ça ne suffit pas. Il lui faut exister. Or, exister, ça nous confronte à l'idée que le vivant, au sens de l'être humain, ne peut pas être seulement un objet. Qu'on va devoir l'objectifier, l'objectiver si vous préférez, pour l'étudier, pour l'analyser, voire finalement pour le soigner par exemple, donc pour des finalités qui sont a priori bonnes et morales. Pardon. Mais évidemment, comme le vivant veut exister, il va se poser tout un tas de questions morales à propos de la vie. Il y a des conséquences morales, sanitaires évidemment, mais surtout morales, de l'utilisation du vivant comme objet. Alors sanitaire, c'est facile, il y a le développement d'un certain nombre de maladies qui font suite à notre utilisation du vivant comme objet. Il y a un certain nombre de maladies qui naissent de notre utilisation de l'animal comme objet de consommation, comme marchandise, la grippe aviaire, la grippe porcine, peut-être le Covid actuellement, enfin voilà, donc il y a des conséquences sanitaires, des conséquences évidemment sur l'existence des individus, et puis aussi des conséquences morales, des conséquences qui sont donc morales et qui sont aussi politiques,
voilà, et qui vont se poser par rapport, par exemple, à la médecine. Quel vivant mérite le plus de vivre? Comment le vivant est-il tenu de vivre pour avoir une existence d'être humain, d'être moral, pour ce qui concerne évidemment l'être humain ici? Et même pour l'animal. Quel type d'existence pour l'animal serait une existence possible ou impossible? Voilà. Est-ce que un animal qui vit en batterie, par exemple, c'est une existence qui est possible, qui est pensable, qui est morale? Bon, le problème se pose d'autant plus évidemment pour l'être humain. Enfin, d'autant plus, non. Le problème se pose d'autant plus simplement, en fait, hein, parce que peu importe qu'on pose la question, au fond, ici pour l'animal ou pour l'être humain, on va la poser pour l'être humain, parce que c'est plus simple intellectuellement ici pour nous. Considérer le vivant comme un objet, ben, ça va poser tout un tas de questions à propos de la manière dont l'être humain entend se reproduire. Voilà, je pense à... Alors, je ne sais plus du tout si c'est dans Le Meilleur des Mondes ou si c'est dans 1984, deux œuvres qui, a priori, voilà, sont pas du même auteur, etc. Et donc, un rapport de genre entre elles, mais je ne sais plus du tout dans laquelle de ces deux œuvres se trouve cette grande fabrique des bébés. Je crois que c'est dans Le Meilleur des Mondes, ça y est, j'y suis. C'est dans Brave New World d'Aldous Huxley, où vous avez ces couveuses en série qui vont produire des bébés, que dans cette dystopie, on veut élever des êtres humains en dehors de la sphère contingente et imparfaite de la famille, et donc on va élever des bébés qui sont gardés dans des couveuses, etc. Voilà, ben là, tout ça, ça va nous confronter à un certain nombre de questions morales. Comment est-il possible, comment est-il légitime que l'être humain poursuive sa vie de vivant, ses fonctions de vivant, alors même que les limites qu'il va se donner, les lois qu'il va se donner, les règles qu'il va se donner, vont le confronter à des questions en fait qui dépassent le cadre biologique pour aller vers le cadre moral. Je sais pas, ça peut être la question de la gestation pour autrui, ça peut être la question de l'avortement. Je vous proposerai une petite conférence sur la question de l'avortement, qui est là par contre, qui n'est pas un cours, qui est une conférence, donc qui fait appel à l'opinion personnelle, mais qui peut être un bon support, parce que vous pouvez évidemment débattre avec une opinion personnelle, hein, ce qui est toujours possible. Sur la question morale, on n'a pas le choix que de faire intervenir finalement un certain nombre d'opinions personnelles, pas de jugement de valeur, pas de jugement non argumenté ou d'opinion personnelle gratuite, mais en revanche de convoquer un certain nombre de modèles moraux pour penser la question du vivant. Alors peut-être je vais essayer de reformuler la problématique. Est-ce que je la trouve quelque part? Où est-ce que je vais improviser? Je vais improviser. Le vivant peut-il n'être qu'un objet, alors même que notre manière de penser le vivant, de faire se reproduire le vivant, de l'étudier et de s'en nourrir, nous montre qu'on est parfaitement capable et habitué à utiliser le vivant comme un objet? Le vivant est-il un objet au sens où le vivant ne peut pas être un être qui a sa propre fin, un être pour lequel on peut avoir finalement des égards de nature morale, qu'il s'agisse de l'animal élevé en batterie ou autre chose? Et puis finalement, si le vivant est un être autonome, si le vivant est un être qui a ses propres conditions d'existence et son propre principe d'organisation, comment en faire pour le connaître un objet d'étude scientifique, alors même que son étude pose un certain nombre de problèmes épistémologiques, moraux, et puis un certain nombre de problèmes pratiques aussi. Comment considérer le vivant, qui est à la fois quelque chose qui se comprend en allant chercher les plus petits éléments et en le considérant comme faisant partie d'un ensemble, d'un tout, de la nature au fond, qui permet la vie des êtres vivants. Voilà, donc ça c'est notre problématique. Le vivant peut-il n'être qu'un objet pour la science? Il n'est rien d'autre qu'un objet pour la science. Est-il autre chose? Et comment peut-il être un objet pour la science? Comment faire de l'être vivant un objet d'étude possible? Faut-il n'en faire que cela? Et puis finalement, pour exister, nous avons besoin d'un certain nombre d'autres êtres vivants. Au contraire, nous avons besoin de nous passer d'un certain nombre d'êtres vivants. On va essayer de faire barrage au virus, on va essayer de tuer des insectes, etc. Comment finalement
les impératifs de l'existence de certains êtres vivants, tels que les êtres humains, posent des questions de nature morale face à la manière dont nous traitons le monde vivant. Voilà, ce sera les deux grandes orientations du cours. Un objet d'étude fuyant, avec donc deux modèles desquels on va tirer un certain nombre de conclusions. Le modèle aristotélicien d'abord, qui est très éclairant, le modèle cartésien, et puis dans une toute dernière partie du cours, on viendra sur la question morale. Voilà pour cette première partie. Donc là, on est simplement sur l'introduction du chapitre « Le vivant peut-il n'être qu'un objet ?» Donc encore 4 vidéos du coup. Une vidéo pour Aristote, une vidéo pour notre bon vieux Descartes, qu'on a quitté il n'y a pas si longtemps, qui est omniprésent évidemment pour la question de l'épistémologie, une vidéo pour vous présenter les enjeux moraux, et puis une petite conférence que j'ajoute sur un dilemme moral en particulier et qui peut vous permettre de nourrir simplement une réflexion, quitte à la nourrir contre la mienne, ce qui est toujours quelque chose de satisfaisant d'un point de vue philosophique. Voilà, bonne soirée.